Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs de la RPA, au journal de ce mercredi 17 septembre 2025. Tout d'abord, les grandes articulations. La persécution contre les réfugiés burundais en Tanzanie continue. Au camp de réfugiés de Nyarugusu, il y a eu suspension de leur carte de rationnement afin de les pousser à se rapatrier de force. Les enseignants de la 6e année qui ont récemment bénéficié d'une formation de 2 semaines se plaignent d'avoir reçu une prime insuffisante. Ils demandent au ministère de l'Éducation d'y apporter une solution satisfaisante. Et dans le mini-magazine au cœur de la société, nous revenons sur la hausse continuelle des loyers alors que les citoyens font face à une pauvreté extrême. Voilà pour le sommaire, les détails c'est tout de suite dans ce journal. Encore une fois, bienvenue, un homme du nom d'Achel Nyabenda, résident sur la colline Karinzi, commune Nyanza en province de Burunga, est mort foudroyé dans l'après-midi de ce mardi. Les informations fournies par certains habitants de cette colline révèlent que l'incident s'est produit au moment où il était en train de récolter des patates douces dans son champ, se trouvant dans le marais de la rivière Mugombwa, qui sépare les communes de Nyanza et Makamba. Les mêmes sources ajoutent que la dépouille mortelle d'Achel Nyabenda repose pour le moment à la morgue de l'hôpital central de Makamba en attendant l'enterrement. En page réfugiés, les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie expriment leurs vives inquiétudes face aux suspensions récurrentes de leur carte de rationnement indispensable pour accéder à l'aide alimentaire. Ceux qui se sont confiés ce mardi à la radio RPA affirment que lorsqu'ils cherchent des explications auprès des autorités compétentes, la seule réponse qui leur est donnée consiste à les encourager à rentrer au Burundi. Reportage de David Claude Bananayo. La suspension des cartes des réfugiés burundais du camp de Nyarugusu, cartes qui servent à la fois de pièces d'identité et de moyens d'accès à l'aide alimentaire, a débuté après l'entrée en vigueur d'une nouvelle directive. Celle-ci stipule que les vivres ne seront distribués qu'aux familles dont le chef de ménage se présente accompagné de tous les membres de sa famille et ce après une période de 7 mois. Selon nos sources, de nombreux réfugiés ont déjà vu leur carte bloquée au moment de la distribution. Le problème qui se pose ici est que lors du processus de vérification, il arrive qu'au moment de déposer vos empreintes digitales, on vous annonce qu'une personne n'a pas reçu de ration alimentaire le mois précédent, alors que celle-ci avait bel et bien été distribuée. On vous demande alors de vous rendre dans le bureau du représentant du camp de Nyarugusu. Il arrive également que lorsqu'un membre de la famille décède et que vous signalez ce décès pour qu'il soit radié de la liste, des personnes sont retirées directement alors que vous disposez de preuves qu'une seule est décédée. Dans ce cas, vous êtes convoqué pour vous justifier auprès de l'administration du camp. Ceux qui se retrouvent dans cette situation sont envoyés vers les représentants du gouvernement tanzanien au camp de Nyarugusu. Mais au lieu de trouver une solution, on leur répond que l'unique issue reste le retour au Burundi. Lorsque vous rencontrez ce type de problème, vous êtes ballotté d'un bureau à l'autre sans jamais recevoir vos rations et sans obtenir de réponse satisfaisante. On vous fait savoir que la seule solution à votre problème serait de rentrer dans votre pays d'origine. Dans d'autres cas, on vous dit que si vous acceptez de ne pas être enregistré, vous devrez vivre sans ration alimentaire ou bien choisir de rentrer.
Ce qui attriste davantage ces réfugiés, c'est que ces mesures sont prises sous le regard du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pourtant censé les protéger. Pour ces réfugiés burundais, la suspension des cartes et les autres restrictions imposées par l'administration du camp compliquent encore davantage leur quotidien et traduisent une volonté des autorités tanzaniennes de leur contraindre à un rapatriement forcé. La rédaction de la RPA a tenté de recueillir la réaction d'Osiasa Majenj, responsable du camp de Nyarugusu, mais en vain. Merci David-Claude Bananayo. En page santé, il y a de cela 19 ans, le Burundi a instauré un système de gratuité de soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Mais bien que cette politique soit largement saluée pour avoir amélioré l'accès aux soins, elle fait face à des défis importants. La RPA vous propose une série de reportages pour évaluer cette politique. Et aujourd'hui, notre consoeur Josiane Muzaneza nous rappelle d'abord les objectifs et motivations ayant conduit à cette politique. La pauvreté, l'ignorance et les croyances obscurantistes, telles sont les principales causes de la mortalité infantile, ainsi que celle des mères qui accouchent. C'est dans l'optique donc de rendre les soins de santé plus accessibles, en particulier pour les groupes les plus vulnérables, que le programme de gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes a vu le jour. C'était en 2006, à l'ère de feu le président Pierre Nkurunziza, appliqué dans de nombreux autres pays africains. Ce programme s'inscrivait dans la logique d'accélérer l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, OMD en sigle. Ce programme a été chaleureusement accueilli par la population, surtout celle rurale à faible revenu, et a fait gagner en notoriété le parti CNDD-FDD et le président en exercice de cette époque, feu Pierre Nkurunziza. Et à juste titre, tenez, cette politique a beaucoup contribué dans la conscientisation des femmes enceintes afin qu'elles se fassent régulièrement suivre par des médecins. Résultat, il s'est remarqué une nette augmentation des accouchements en milieu de santé, passant de 4,1 à 76,2. Un autre point positif concerne l'amélioration de la santé maternelle et infantile, vu que le taux de mortalité infantile a fortement baissé, passant de 146 pour 1000 à 47 pour 1000, du moins selon le rapport du ministère de la Santé datant de 2022. Malheureusement, sans mesure accompagnatrice, cette politique n'est plus ce qu'elle était au tout début de sa mise en place, étant à s'effacer d'elle-même. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci Josiane Muzaneza. Dans un instant, c'est la page politique. RPA. En page politique, au Burundi, il n'existe pas de véritable démocratie participative, mais plutôt un régime autoritaire exercé de manière dissimulée. C'est ce qu'a déclaré Léonce Ngendakumana lors des activités organisées par l'organisation Parsem à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, célébrée tous les 15 septembre de chaque année. Cet homme politique en a profité pour évoquer certains des obstacles majeurs à l'enracinement de la démocratie au Burundi. Suivez. En réalité, il n'y a pas de véritable démocratie dans le pays. Ce qui existe, c'est une forme de dictature voilée, une continuité de ce qui a toujours existé. Rien n'a changé. Les autorités utilisent les forces armées, la police, l'administration et même l'argent pour empêcher les autres d'agir librement. Les exemples sont nombreux. C'est l'un des obstacles majeurs. Et notre obstacle à la démocratie dans ce pays, ce sont les partis politiques eux-mêmes. Ils deviennent des freins au lieu d'être des moteurs de la démocratie. Quand une situation grave se présente, les partis se taisent ou préfèrent s'adapter au système en place pour survivre. Dès qu'un chef de parti obtient un poste ou une faveur, il devient intouchable. Si on l'interroge sur les dérives, les réponses sèchement ne m'attirent pas des ennuis. Les politiciens, quant à eux, semblent motivés uniquement par la recherche d'un emploi ou de profit personnel. Ils finissent par abandonner les idéaux sur lesquels leur parti a été fondé. C'est aussi un frein sérieux à l'instauration d'une véritable
leur démocratie. Léonce Ngendakumana a également pointé du doigt le comportement inapproprié de certaines organisations de la société civile et de certains journalistes qu'il accuse de ne pas contribuer efficacement à la promotion de la gouvernance démocratique. Encore une fois, Léonce Ngendakumana. Au Burundi, les partis politiques ne sont pas les seuls à poser problème. La société civile agit souvent de manière opportuniste, tout comme certains médias qui relayent l'information de façon biaisée. Il arrive que des journalistes viennent recueillir des propos sous couvert d'un travail professionnel, mais diffusent ensuite une version totalement déformée de la réalité. Je me souviens des médias radio-télévision qui m'avaient sollicité pour une interview. Après m'être exprimé, ils m'ont remercié puis m'ont demandé de leur fournir une version diffusable. Je leur ai alors demandé ce qu'ils comptaient faire de ce que je venais de leur dire. Sans tarder, je leur ai demandé de ne plus jamais me contacter et je les remercie d'ailleurs de s'être exécutés car ils ne m'ont plus jamais recontacté. Il est donc crucial que les journalistes prennent conscience de leurs responsabilités. Lorsqu'ils découvrent un fait, ils doivent le rapporter fidèlement même si cela dérange. Un autre obstacle majeur reste l'instrumentalisation des identités ethniques Hutu, Tutsi, Twa et Ganois. Même si certains prétendent que les Ganois n'existent plus et même continuent de se revendiquer comme tels. Comment leur faire croire le contraire? J'ai discuté avec plusieurs d'entre eux et ils affirment clairement leur appartenance. Le véritable problème n'est donc pas l'existence de ces identités, mais leur usage malveillant pour justifier l'exclusion ou la domination. C'est cette manipulation des appartenances qui complique la réconciliation nationale et alimente les tensions ethniques, freinant ainsi toute avancée vers une cohésion sociale durable. Dans ses interventions, Léonce Ngendakumana a également souligné qu'il est grand temps de relancer les accords d'Arusha, estimant qu'ils ont joué un rôle déterminant dans les progrès politiques du pays. À présent, page éducation, les enseignants de la 6e année issus de différentes localités qui ont bénéficié d'une formation de 2 semaines depuis le 1er septembre se plaignent de la réduction de leurs primes sans qu'aucune explication ne leur ait été donnée. Certains d'entre eux expliquent qu'ils attendaient depuis des jours le versement de cette prime, mais qu'ils ont constaté ce mardi qu'ils avaient reçu un montant insuffisant. Ils demandent au ministère de tutelle de suivre cette situation et d'y apporter une solution satisfaisante. Le point avec Rémi Delagakura. Des enseignants de la 6e année issus de différentes écoles du pays dénoncent le non-paiement intégral des primes qui leur avaient été promises dans le cadre d'une session de formation organisée par le ministère de l'Éducation en collaboration avec le programme FADESCO avec l'appui de la Banque mondiale. Ces formations de renforcement de capacités qui s'étaient tenues du 1er au 14 septembre prévoyaient le versement de 46 000 francs burundais par jour à chaque participant, c'est-à-dire 26 000 francs pour le transport et 20 000 francs pour la restauration. Selon plusieurs enseignants interrogés, il leur avait été indiqué que la première partie des primes devait être versée à la fin de la première semaine et le reste après la clôture des sessions. Mais à la fin de 2 semaines, ils n'avaient encore rien reçu. Ce n'est que ce mardi qu'un paiement a débuté, mais le montant remis était inférieur à ces annoncés, comme le témoignage de cet enseignant du sud du pays. Au départ, on nous avait dit que c'est 46 000 francs par jour, mais nous avons reçu que 26 000 francs pour chaque jour. Cela nous a énormément surpris. Certains enseignants soupçonnaient même des détournements. Un enseignant de Matongo, dans la commune de Kayanza, cite un exemple des différences constatées dès le début des formations entre la collaboration promise et celle effectivement perçue par rapport à d'autres participants. Le DCE nous avait d'abord dit qu'on va recevoir 40 000 francs par jour, mais nos collègues se trouvant dans d'autres provinces nous ont dit qu'ils avaient été informés qu'ils recevront 36 000 francs. À la suite, le DCE est venu nous informer que c'est 26 000 francs que nous recevrons. Ces enseignants appellent donc le ministère de l'Éducation à trouver rapidement une solution. Plusieurs affirment avoir dû contracter des dettes pour assurer leur subsistance pendant la formation, d'autant que certains avaient dû se déplacer loin de leur domicile
ville, la rédaction de la RPA a tenté de joindre le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, pour recueillir sa réaction, mais nos appels sont restés sans suite. Merci Rémi Nderagakura. Toujours en parlant éducation, le gouvernement du Burundi est interpellé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face au manque criant d'enseignants, notamment garantir une répartition équitable d'enseignants disponibles dans toutes les écoles du pays. Requête du Centre pour le renforcement de l'éducation et le développement de la jeunesse, CREDEJ, dans une déclaration de ce mercredi relative à la rentrée scolaire 2025-2026. Le CREDEJ revient aussi sur d'autres défis majeurs qui minent le secteur de l'éducation au Burundi. Le contenu de cette déclaration avec Janvier Ninina Hadzgui. Le Centre pour le renforcement de l'éducation et le développement de la jeunesse, CREDEJ en sigle, constate que la rentrée scolaire 2025-2026 se heurte à de nombreux défis qui minent le secteur de l'éducation au Burundi. Ainsi, le CREDEJ est préoccupé par le manque criant d'enseignants dans plusieurs établissements scolaires du pays. Une situation exacerbée par les départs considérables à la retraite, les démissions et l'exode vers d'autres pays. Autre défi soulevé par le CREDEJ, la corruption entretenue par les responsables communaux et provinciaux de l'éducation. Ces derniers se sont arrogés le droit d'affecter les enseignants en échange de pots de vin, regrette le centre. La réduction sensible du budget alloué à l'éducation ces dernières années fait également objet de préoccupation. Le CREDEJ tire en même temps la sonnette d'alarme par rapport à l'abandon scolaire massif. Ce centre évoque 84 503 cas d'abandon recensés au cours de l'année scolaire 2024-2025. Plus grave encore, certaines autorités gouvernementales participent dans ce phénomène en incitant les jeunes à quitter l'école pour rejoindre les groupes impliqués dans des activités de patrouille, mais aussi pour servir aux côtés des militaires déployés en République démocratique du Congo. S'agissant des engagements par rapport à la campagne zéro grossesse en milieu scolaire ou encore celle zéro élève assis par terre, le ministère a complètement échoué et il n'en reste que des slogans destinés à rassurer les partenaires, déplore toujours le CREDEJ. En conclusion, il est recommandé à Gitega de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour répartir équitablement les enseignants dans toutes les écoles du pays. Quant au ministère en charge de l'éducation, le CREDEJ recommande des sanctions sévères envers les responsables de mutations frauduleuses et surtout de lutter rigoureusement contre la corruption qui gangrène le secteur de l'éducation. Merci Janvier Ninina Hadzgui. En page société, depuis 8 jours, une pénurie d'eau de la régie des eaux est observée dans la zone Gihosha en province de Bujumbura. Les habitants craignent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène et demandent à la régie des eaux de les aider à accéder à l'eau. Balthazar Miburo. Ces habitants de la zone d'Irosha qui se lamentent du manque d'eau potable sont ceux des quartiers de Muyaga, Gikungu et d'Irosha Rirar. Certains d'entre eux expliquent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de puiser l'eau dans la rivière Navagere, une eau jugée insalubre. Ils ajoutent que même lorsque de petites quantités arrivent exceptionnellement aux bornes fontaines, elles ne durent que très peu de temps, obligeant la plupart des gens à rentrer chez eux sans avoir pu s'approvisionner. Nous venons de passer une semaine sans eau potable. Nous puisions de l'eau dans la rivière, mais celle-ci se sèche de plus en plus. Lorsque l'eau arrive au robinet public et ne dure que le temps de la rose, et la majorité des habitants ne parviennent même pas à en obtenir quelques litres. Ceux qui ont les moyens, peu nombreux d'ailleurs, s'approvisionnent en eau dans les localités de Rugazi et Midobori, où l'eau est vendue à plus de 2000 francs burundais le bidon. La crainte de voir apparaître des maladies liées au manque d'hygiène est ainsi très forte. Nous craignons de contacter des maladies liées au manque d'hygiène, telles que la dysenterie et le choléra, car c'est cette eau que nous utilisons pour tous nos besoins quotidiens. Ces habitants demandent donc à la régie des eaux de leur venir en aide afin qu'ils retrouvent l'accès à l'eau potable. La pénurie d'eau est signalée depuis plusieurs jours dans les différents quartiers de la province de Bujumbura. À la régie des eaux,
l'on explique que depuis des semaines, des travaux sont en cours dans le secteur de l'électricité, ce qui perturbe la distribution du courant. Par conséquent, les pompes utilisées pour relever l'eau ne fonctionnent pas correctement, entraînant ainsi une baisse considérable de la quantité disponible. Les responsables de la régie des eaux ont tenu à préciser par ailleurs qu'il est difficile de dire quand ces travaux prendront fin. Merci Balthazar Miburu. Après 2 jours de perturbations techniques à l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura, un avion de la compagnie belge Brussels Airlines a finalement décollé ce mardi soir à destination de Bruxelles. Selon des informations recueillies auprès de certains travailleurs de l'autorité de l'aviation civile du Burundi, l'immobilisation de l'appareil aurait été provoquée par une fuite d'huile. Cette huile sert notamment au système hydraulique qui permet aux roues de l'avion de manœuvrer lors de l'atterrissage et des déplacements au sol vers l'aire de stationnement. Et pour clôturer, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le mini-magazine au cœur de la société. Dans cette édition, nous revenons sur la hausse continuelle des loyers alors que les revenus des citoyens stagnent. Une situation qui rend la vie de plus en plus difficile dans les centres urbains du Burundi. Au cœur de la société, une émission présentée par Pierre Gahungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwiya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Dans plusieurs villes du Burundi, et plus particulièrement à Bujumbura, les habitants sont de plus en plus préoccupés par la flambée continue des loyers. Comparé à la situation d'il y a 5 ans, ils estiment que les prix ont doublé. Et alors, quelle est la capacité réelle de l'État à trouver une solution à ce problème, dans un contexte où les propriétaires estiment que les loyers qu'ils demandent sont justifiés par les coûts élevés qu'ils ont engagés pour construire ces maisons? C'est le thème de ce magazine Au cœur de la société que je vous présente. Moi, Pierre Gahungu, soyez les bienvenus. Louer une maison de nos jours à Bujumbura, comme dans d'autres villes du pays, est devenu un véritable casse-tête. Les locataires dénoncent des augmentations de loyers presque quotidiennes imposées par les propriétaires, ce qui les oblige à débourser des sommes de plus en plus importantes. Ils demandent au gouvernement de fixer des loyers réglementés, adaptés à chaque quartier. Écoutons quelques témoignages. Nous qui louons des maisons ici dans la ville de Bujumbura, nous avons des problèmes énormes. Par exemple, la maison qu'on payait autrefois 200 000 francs burundais est actuellement à 300 000, voire plus. Les propriétaires des maisons nous disent que tout est trop cher actuellement et ils ont raison parce que quand on va au marché, on le constate. Un kilogramme de sel qui s'achetait à 1000 francs s'achète pour le moment 3 000, même plus. Le ciment coûte trop cher. Le prix d'une benne de sable a sensiblement augmenté. Franchement, ils n'exagèrent pas dans ce qu'ils nous disent parce qu'on partage le même marché. Ici à Bouiza, la maison qu'on louait pour 5 000 francs se loue actuellement 350 000 francs. Le prix du loyer augmente jour à jour et ça devient insupportable. Autrefois, on pouvait passer 2 ans, voire plus, sans que le prix du loyer ne soit revu à la hausse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous demandons à ce que l'État régule les prix parce que nous aussi, on n'a pas d'autre débouché. Au début, je payais 120 000. Par après, il m'a demandé d'ajouter 50 000, mais quelques mois après, il a encore revu à la hausse le coût du loyer jusqu'à 230 000 francs burundais et m'a également demandé de repeindre les murs. Nous demandons à l'État de fixer les prix de loyer à ne pas dépasser. Réaction à ces plaintes des citadins, l'organisation Parsem, qui milite pour le changement des mentalités et le développement, estime qu'il serait difficile pour l'État d'imposer des loyers fixes aux propriétaires privés sans connaître précisément les investissements qu'ils ont dû faire pour construire leur maison. Selon elle, cette situation est également liée à la crise économique prolongée que traverse le pays. Suivez Faustin Dikoumana, directeur national de la Parsem.
Certaines personnes construisent des maisons en pensant « je vais louer et gagner de l'argent pour soutenir ma famille », tandis que d'autres disent « construisons pour préparer notre avenir » afin que lorsque nous prendrons notre retraite, nous ayons une source de revenus pour soutenir la famille et financer l'éducation des enfants. Mais vous voyez bien que le système de pension est difficile dans ce pays. Quant à ceux qui louent, il s'agit souvent de jeunes qui terminent leurs études, de jeunes couples qui se marient, ainsi que de nombreux Burundais dont les emplois ne leur permettent pas d'épargner suffisamment pour construire ou contracter un prêt afin de bâtir une maison. On remarque qu'il n'existe plus de politique de logement dans le pays depuis longtemps, ce qui a eu de lourdes conséquences. Autrefois, lorsqu'une telle politique existait, on voyait apparaître des quartiers résidentiels comme le quartier 6. Une politique de logement permet normalement d'identifier les besoins, les zones de construction, les modalités, afin que la population puisse partager équitablement l'espace disponible. Aujourd'hui, la demande en logement dépasse largement l'offre, et les rares logements construits sont souvent inadaptés à la majorité, surtout aux jeunes sans grands moyens qui n'ont d'autre choix que de louer. En plus, la crise économique, la flambée des prix, une inflation dépassant 40%, couplée à la hausse du coût des denrées, aggrave la situation. Cela plonge les gens dans la détresse. Tout est devenu cher. Ceux qui construisent des maisons comptent souvent sur les loyers pour payer les frais de scolarité des enfants, la pension alimentaire ou d'autres charges. Certains remboursent des dettes contractées auprès des banques avec des intérêts élevés tout en essayant de survivre. C'est pourquoi imposer un prix plafond pour quelqu'un qui a construit sa maison n'est pas logique. Il dira simplement celui qui veut louer, qu'il loue, sinon qu'il s'abstienne. D'après Faustin Ndikumana, la solution passe par l'implication directe de l'État dans la construction de logements. Le gouvernement devrait construire ses propres maisons et en fixer les loyers. Il recommande aussi la mise en place d'une politique claire sur la gestion des parcelles et l'urbanisation, car la pression démographique vient aggraver le problème. Deux solutions se présentent. Premièrement, il faut s'attaquer aux problèmes économiques qui sont à l'origine de cette crise, à savoir l'environnement macroéconomique, le prix du carburant, la rareté des devises et les problèmes de mauvaise gouvernance. Deuxièmement, à court terme, il faudrait adopter une politique de logement permettant aux gens d'accéder à de petites parcelles pour construire des maisons modestes de façon à augmenter le nombre de logements accessibles aux personnes à faible revenu. Il faut aussi éviter que les individus s'accaparent 7 ou 8 parcelles dans un même quartier avec l'espace limité dont nous disposons. Cela crée des déséquilibres. Il faut réfléchir à la taille et au type de logements construits. Au Burundi, nous avons laissé ce problème de logement s'aggraver comme si la solution viendrait d'elle-même. Mais en réalité, il nous entraîne peu à peu dans une impasse. Il est temps que les Burundais prennent conscience, s'assoient et réfléchissent sérieusement à ce défi. Selon d'autres experts, si l'État commence à fixer les loyers dans le secteur privé, cela risquerait de décourager les investisseurs qui mettent leur capital dans la construction. Selon Jean Denzako, économiste, note que des deux côtés, locataires et propriétaires, il y a des plaintes, signe d'un déséquilibre général. Pour sa part, le professeur Évariste Ngaï-Menda, spécialiste des questions démographiques, voit dans ce désaccord un signe de pauvreté généralisée. Selon lui, si ni les propriétaires ni les locataires ne sont satisfaits, cela reflète une situation économique tendue. Et c'est ici que nous concluons cette émission au cœur de la société. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était Pierre Garungu à la présentation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, c'est ici que prend fin le journal du 17 septembre 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous mes collègues pour le travail accompli. Bonne soirée à tous.